Alors, chers amis agiles, on est rendu à 10 ans, on est prêt pour notre prochain conférencier. C'est un joueur de water polo. Il a commencé à jouer au water polo à 14 ans. Il a joué jusqu'à très récemment. Je n'ai pas envie de dévoiler son âge, j'ai envie de le dire, il le dira. J'ai quand même un attachement très particulier envers cet homme parce que c'est lui qui m'a passé en entrevue il y a 8 ans de ça pour savoir si j'étais un bon fit pour animer l'Agile Tour. J'étais un peu comme bien des gens. Ce n'est pas un mot que j'avais nommé en 2017 encore dans ma vie, mais c'est quelque chose que j'appliquais inconsciemment parce que la vie est plus facile quand on est agile. Alors, notre prochain invité a travaillé en programmation toute sa vie, mais depuis 15 ans, il est devenu complètement amoureux de l'agilité, un peu comme vous. Il va vous parler dans cette conférence de son expérience. Et ça me fait vraiment plaisir d'accueillir notre prochain conférencier. S'il vous plaît, faites du bruit pour Michael Ouellet. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est vraiment une conférence plutôt particulière. Je l'ai déjà donnée à l'Agile Tour de Sherbrooke et j'ai appris. Juste après la conférence, des gens sont venus me voir et ils m'ont dit « Hey Michael, il faudrait que tu ajustes ça, que tu changes ça, tu pourrais. » Et ça, c'est de la vraie agilité. Donc, pendant tout l'été, j'ai continué à penser et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être beaucoup mieux que la première fois. Ça a commencé l'automne dernier. J'étais à l'Agile Tour de Montréal comme conférencier, mais aussi comme participant. Assis dans la salle, je suis en train d'écouter un conférencier qui parle du flow dans les organisations, du flow de valeur dans les organisations. C'est un classique. Ça existe depuis longtemps avec le Lean. On cartographie le flow de valeur, on le regarde, on l'optimise. Puis là, je suis assis sur ma chaise. Il y a un clic. Je ne sais pas si vous entendez le clic, là, mais il y a un beau petit clic qui se fait dans mon cerveau pour dire « Mais une décision, c'est de la valeur. » Ça serait intéressant de regarder le flot décisionnel, comment ça se passe, comment ça se promène les décisions dans une organisation et aussi dans une équipe. Je reviens à la maison, je regarde ça, je me mets à fouiller un peu partout sur le net, puis tout. Je ne trouve rien ou presque rien sur le flot décisionnel, comment la valeur d'une décision se promène. Continuez à chercher, puis c'est là que je me suis mis à composer là-dessus. Aujourd'hui, vous avez décidé de venir ici. Donc, pendant la présentation, on va parler beaucoup c'est quoi une décision. Et ensuite, ce noyau de valeur-là, une décision, on va voir comment ça se promène dans une équipe, comment ça se promène dans une organisation et aussi comment on peut optimiser ça. J'aimerais avoir un volontaire ou une volontaire pour surveiller le temps. Puis sur mes diapos, il y a tout le temps des petits signes pour le temps. Je vous vois à peu près. Y a-t-il quelqu'un qui veut être volontaire? Merci. Ton nom, c'est? Guillaume. Donc, Guillaume, tu vas être mon volontaire. Tu vas voir dans mes diapos, là, à un moment donné, tu vas avoir une petite horloge, puis ça va peut-être être écrit 30 minutes ou 15 minutes. Tu regardes ta montre, puis tu me fais des signes ici. Je retarde. Guillaume, notre volontaire, il vient de prendre une décision. Il a décidé d'être volontaire. S'il avait pris sa décision en prenant beaucoup de temps, 5 minutes, on l'aurait attendu 5 minutes. Fait qu'on voit tout de suite qu'une décision, c'est une petite boule de valeur. Pour moi, ça a beaucoup de valeur, ta décision, OK, de prendre ça. Puis la petite boule de valeur, il faut qu'elle soit optimisée. Tu as été rapide, à peu près 7 secondes. OK, merci beaucoup. Donc, on enchaîne là-dessus. Aujourd'hui, on va voir une partie théorique au début, puis après, les outils. Un des commentaires qu'on m'a fait à la sortie de ma première prestation, c'est « Michael, tu parles de cartographier le flux décisionnel, mais il n'y a pas un vrai exemple. » Donc, on va avoir un vrai exemple de cartographie de flux décisionnel. Commençons par un peu de théorie. Une valeur, la boule de valeur d'une décision, okay? Qu'est-ce que c'est? C'est tout le temps dans le cerveau des humains. On va voir un peu que les machines sont impliquées là-dedans plus tard, mais d'abord, parlons des humains. Donc, au niveau de notre cerveau, ça se met à bouger, et puis on va regarder les options. On va parler aussi, vous en avez peut-être déjà entendu parler, des options réelles, qui est une manière de prendre nos décisions. On va en parler un peu plus tard. Mais à un moment donné, il y a une prise de décision qui va se faire, puis on exécute.
Puis ce qui est intéressant là-dedans, on peut chaîner toutes ces décisions-là. Il y a des nouvelles décisions qui vont apparaître et nos cerveaux sont habitués à jouer avec des choses très complexes. C'est extrêmement complexe, le voyage des décisions dans une équipe ou dans une organisation, mais c'est passionnant. Il y a une image qui est là. Cette image est importante parce que, à un moment donné, j'étais au début trentaine, je suis dans l'auto, on s'en va avec ma blonde chez les beaux-parents, et puis je lis le journal. Dans ce temps-là, on lisait le journal comme ça, et non pas comme ça. Okay? Donc, je lis le journal, et puis je lis qu'on cherche des coéquipiers pour faire un convoyage d'un voilier jusqu'en Europe. Fait que là, je dis à ma blonde, « Hey, ça me tenterait de faire ça. J'ai le goût. » Sa réponse, ça a été de dire, « Quand tu décides quelque chose, tu le fais tout le temps. » Fait que vous voyez tout de suite, ma décision à moi n'était pas prise, mais ma blonde me retourne un feedback sur mon profil de décideur. On va en parler tout à l'heure. Donc, on va parler des décisions, mais on va parler des humains et des profils de décideurs aussi. Fait que je prends ma décision que ça serait une bonne idée d'aller là. Je me rends au Club nautique de Québec, il y a une rencontre, il y a à peu près, je ne sais pas, 70 personnes. Le capitaine, Marc Perron, parce qu'en fait, c'est le CEPAL. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce bateau-là. Un bateau de 10 mètres de large, 20 mètres de long, un catamaran. Puis, il fallait qu'on voyait le CEPAL jusqu'en Europe. Fait que Marc Perron explique que, bien là, si vous décidez d'embarquer, je vous avertis, vous ne vous laverez pas pendant 20 jours. Ah ouais, OK. Fait que là, au début, il y a 60 personnes qui voulaient venir, puis là, ceux qui avaient décidé, il en restait peut-être 20 dans leur tête, qu'on ne savait pas. Après ça, si vous avez le mal de mer, vous ne pouvez pas débarquer. OK? Vous allez l'endurer tout le temps pendant tout le voyage. Puis là, ça continue, puis ça continue. Je vais vous parler un peu plus en détail de cette aventure-là. Elle est importante. Parce que sur un voilier, il y a un capitaine. Le capitaine, c'est lui qui décide. À un moment donné, le temps est gros un peu. On descend la voile sur la baume, OK? Elle est attachée sur la baume. Puis là, Marc, le capitaine, décide de monter sur la baume puis d'attacher avec une cravate encore plus la voile. Ça, c'est le capitaine. Puis là, je vais dire un gros mot, permettez-moi-le, c'est pas grave, mais sur un bateau, le capitaine, il dit des gros mots. OK? Donc, là, je vois Marc qui est sur la baume, ça bouge, puis tout ça, il y a du vent. Je lui dis, « Hey, Marc, t'es pas attaché. Si tu tombes, on est dans la marde. » Il me répond, « Tabarnak, t'es pas ma mère. » Fait que c'est comme ça que ça marche. Le capitaine décide. Ça a duré 19 jours. En fait, à 14 jours, on est arrivé presque à Brest. Il nous restait 10 000 marins à faire, donc à peu près 1 heure. Mais la tempête commençait à se lever, une énorme tempête. Marc dit, on ne peut pas rentrer à Brest parce que c'est un goulot d'étranglement, il y a des gros rochers, puis avec les vagues qui sont là, puis avec les 6 matelots que j'ai qui sont de parfaits amateurs, il n'est pas question que je risque notre vie. Fait qu'il a pris une décision qu'on n'allait pas là. Moi, un peu leader, je dis, « Hey, Marc, on parle actuellement sur la radio avec tes chums qui sont à Brest. Eux autres, c'est des marins experts. Tu pourrais leur demander de venir ici, d'embarquer 3-4 experts sur le bateau, puis là, eux autres, ils vont être bons pour rentrer le bateau. » Il m'a dit, « Michael, un marin, un capitaine, ne demandera jamais à un autre marin de risquer sa vie. » Donc, il y a tout le temps une éthique qui entoure nos décisions. Ça, c'est extrêmement important aussi, le contexte, l'éthique autour des décisions. J'ai appris beaucoup là-dedans. Vous remarquez que l'image est un petit peu, il y a du brun alentour, tout ça. Plus tard dans la conférence, vous allez comprendre pourquoi que cette image-là, elle a pris l'eau. Okay? Finalement, c'est moi au milieu avec la barbe, là. C'est pas moi le gros gabarit à droite, là. Okay? Donc, on continue. Lorsque on prend une décision, il y a des billets. Je vais aller assez rapidement là-dessus, parce que ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Vous allez voir, on va aller beaucoup plus loin que ça. Donc, il y a plein de billets qui peuvent sortir. Puis, là, excusez, si mes alignations, c'est-à-dire si mes commentaires ne sont pas alignés, c'est le fait de passer à Google Slide vers PowerPoint, c'est pas grave. Donc,
quand on prend une décision, on a toujours un billet de surconfiance. On sait que ça va marcher. Ça, il faut faire attention. Il faut se ramener à un niveau plus normal. On aime aussi que nos décisions viennent confirmer quelque chose qu'on pense qui va se passer. Le biais d'ancrage, complètement différent. Là, on se retrouve à ce moment-là, c'est que si on a déjà eu une certaine information, par exemple, vous êtes en meeting, dans un meeting d'architectes, il y en a un qui a prononcé quelque chose, on devrait décider, on devrait faire ça, comme ça, comme ça. Ah, on est porté à ce que notre décision va aller vers ça. OK? Disponibilité, évidemment, on va décider sur des choses qui sont possibles ou pas possibles. Il faut faire attention. Un autre biais, statu quo, on aime ça être comme toute la gang, OK, ou de rester dans la situation actuelle, de ne pas aller beaucoup plus loin. Désolé si je vais vite, mais c'est parce que je sais qu'il y a d'autres choses de plus intéressantes que ça, plus loin. Ensuite, la représentativité, ça, il faut faire attention parce qu'on a tout le temps des modèles mentaux. Il y a Richard Martin, un de mes chums conférenciers aussi, qui est très fort sur ce genre de choses-là. Si vous voyez ces conférences-là, vous allez voir. Donc, on est souvent dirigé par certaines décisions, certains vécus qu'on a déjà eus avant. Fait que si on connaît ce biais-là, on peut perfectionner nos décisions. Et finalement, on essaye toujours, lorsqu'on prend une décision, de se référer à de l'information qui est fraîche, qu'on vient juste d'avoir. Donc, n'hésitez pas à retourner loin dans le passé. Les biais cognitifs importants, ça nous permet de cerner c'est quoi vraiment une décision, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. On va aller un peu plus loin. Je vous laisse lire l'information qui est là. Pendant ce temps-là, je vous raconte deux choses que j'ai vécues dans des organisations. Évidemment, il y a une notion de confidentialité et de respect de l'information des organisations, mais comme j'ai travaillé dans ma carrière pour plus qu'une dizaine d'organisations, vous ne trouverez pas c'est laquelle. Première chose que j'ai vécue, qui est intéressante, c'est un vice-président qui décide de faire une restructuration. Il a pris sa décision. Il partage sa décision avec le niveau de direction. Intéressant. Et là, les directeurs, ils apprennent ça. Ils se disent, « Ouais, il va se passer quoi? » Une semaine après, il ne s'est rien passé. 3 semaines après, il ne s'est rien passé. 2 mois après, il ne s'est rien passé. Vous pouvez imaginer. Moi, je travaille là-dedans et je me promène aussi avec un rôle dans l'organisation. Et puis, je parle à ces directeurs-là, puis je leur dis, hey, on pourrait faire ça, ça, ça. Ouais, mais il y a une réorgue qui s'en vient. Donc, ce qu'on apprend avec ça, c'est on peut prendre une décision, mais pas nécessairement la rendre publique tout de suite. Donc, très bonne gestion de changement, penser à ce qu'on fait. Quand on annonce quelque chose, on s'attend à ce que ça bouge. Quand on prend une décision et qu'on l'annonce, choisir le moment opportun et ne pas lésiner là-dessus. Autre exemple, vraiment intéressant aussi, je coach à ce moment-là un groupe de directeurs. Je suis au niveau de la direction et puis il y en a qui me confient, là, Michael, on est en train de dépenser plusieurs millions sur quelques années. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. On va se casser la gueule complètement. Puis je leur dis, « Oui, OK, on le sait. Là, je vais chercher un peu plus d'informations. J'ai une bonne formation technique. Je suis capable d'aller fouiller les dossiers techniques. Je confirme avec la couche de direction que ça ne marchera pas. » Je monte au niveau VP. Je rencontre un des VP qui me dit, « Mais Michael, la décision est prise. » Ah! Fait que vous voyez le genre de décision, de conversation, je me fais bloquer tout de suite. J'enchaîne, je dis, « Oui, mais regarde bien, je vais te donner un exemple. Supposons que moi, je donne un cadeau à ma blonde, puis que je lui dis, « Je t'offre un saut en bungee. » Fait que là, ça coûte cher. Là. Je suis obligé, mettons, ça coûte 500 $, il faut que je donne 200 $ d'acompte, puis si on n'y va pas, on perd le 200 $. Fait que là, on se rend sur les lieux, et puis là, je réalise que l'élastique, les cordes, puis les gens qui font ça sont vraiment bric-à-brac. Je risque de perdre ma blonde. On va se casser la gueule. Fait que là, j'y explique ça. J'ai dit, tu retournerais-tu, toi, ta décision? Il dit, ben oui. Fait que je dis, regarde, là, je crois qu'on se fait dire par la couche de direction qu'on a les pieds juste sur le bord du précipice, ça ne serait pas une bonne idée d'y aller. Il dit, oui, mais ça a été pris au comité exécutif avec le président, puis tout.
Y a-t-il moyen de... Je pousse ça un peu plus loin, rencontre le président qui me raconte, qui dit « Ah, ouais, OK. Faites-moi un plan d'affaires. » Fait que là, je retourne voir la gang de directeurs. Là, eux autres étaient contents. Fait qu'on fait le plan d'affaires, puis on a réussi à renverser cette décision-là. Donc, décision prise, la peur de reculer, on rencontre ça souvent dans les organisations ou dans les équipes. Gênez-vous pas. SAFE nous rappelle des choses vraiment intéressantes, c'est que les gens qui ont la bonne information pour prendre les bonnes décisions, et l'exemple que je viens de donner est très concret là-dessus, là, souvent ils sont sur le terrain. Fait que de prendre les décisions dans le haut de la tour, des fois, sans vraiment consulter réellement le terrain, on risque de causer plus de problèmes qu'autre chose. Très important aussi d'être capable, si on n'est pas capable de prendre de décision, on n'a pas assez d'informations, on peut à ce moment-là escalader, aller voir un peu plus haut ou aller voir un peu plus bas. C'est vraiment dans les deux sens qu'on peut faire ça. Et quand ils disent de prendre notre décision au dernier moment possible, je vais y revenir un peu plus loin, c'est les fameuses options réelles qu'on va voir tout à l'heure. Très important aussi, toutes vos décisions, élargissez la portée au niveau de vos organisations. Prenez-les aussi, pas seulement en fonction de l'équipe ou de l'organisation, mais allez loin, là. Allez penser, bien, si je prends cette décision-là, il va se passer quoi au niveau de mes utilisateurs? Il va se passer quoi au niveau même de tout l'impact sociétal de notre organisation? Là, on entre dans des choses intéressantes. Au niveau de la cartographie, il y a un effet domino. Il y a une décision qui se prend, un petit moton de valeur, lui va partir. Ah, on est bon? OK, merci. OK. Donc, un petit moton de valeur, une décision qui se prend, plouc, ça va en enchaîner un autre. Ça va en enchaîner une autre. Ça va en enchaîner 3 autres. Puis là, on imagine le paquet de décisions qui doivent se prendre en rapport avec ça. L'effet domino est vraiment évident au niveau des chaînes de décision. Je viens d'utiliser le mot chaîne de décision, c'est important. Donc, d'une décision à l'autre, c'est l'exemple que je viens de vous donner. Mais il y a une autre chaîne de décision qu'on voit, c'est d'un humain à l'autre. Fait que lorsqu'on va vouloir optimiser nos chaînes de décision, on va pouvoir aller travailler d'une décision à l'autre, le cheminement, comment est-ce qu'il se fait, ou bien d'un humain à l'autre. La communication des décisions à l'intérieur de notre organisation, on peut travailler ça. Là où il faut aussi ne pas oublier de regarder, c'est les machines. De plus en plus, nos machines se parlent et nos machines prennent des décisions. Vous allez avoir tout un système de tests automatisés, par exemple la nuit, qui vont décider « Ah, bien ça, il faudrait le rapporter le lendemain matin parce que c'est majeur, c'est important. Ça, c'est pas si important parce qu'on va le mettre de côté. » Donc, évidemment, on a établi des critères de décision à l'intérieur de nos systèmes, mais nos machines, puis surtout avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place, les machines vont prendre des décisions et ils vont faire partie de ça aussi. De ne pas confondre avec un arbre de décision. Vous avez tous entendu parler de ça. La technique de l'arbre de décision va nous permettre d'évaluer si on prend telle décision ou telle décision, il va se passer quoi et quels sont les enjeux. Là, on n'est pas à ce niveau-là du tout. Cette distinction-là, elle est importante. Aujourd'hui, on va parler de flow décisionnel. C'est une décision qui va se promener ou des décisions qui vont s'enchaîner les unes et les autres. C'est bien clair? OK. Quel type de décideur? Ramenons-nous à mon histoire de voilier lorsque je dis à mon amoureuse, « Bon, moi, je vais y aller. » Elle me dit, « Ouais, mais toi, tu es quelqu'un, là, quand tu décides quelque chose, tu fonces tout le temps, tout le temps. » Vous avez tous eu dans vos organisations, souvent à la tête, ça nous prend ça, des visionnaires. Ces visionnaires-là, eux autres, ils vont aller prendre des décisions avec des changements. Ils vont faire bouger les choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas nécessairement eux qui vont les réaliser, qui vont les appliquer, toutes ces décisions-là. Donc, une décision qui vient d'un décisionnaire, une décision qui vient d'un visionnaire, très souvent, il va falloir la revalider autrement avec les autres types de personnes. C'est pour ça qu'une bonne organisation va contenir tous ces types d'individus-là. Le gardien, OK? Le gardien, lui, va s'occuper à ce moment-là
de s'arranger pour que cette décision-là cadre bien dans l'organisation. Le motivateur, il y a une décision qui est prise à quelque part. Lui, ça va être par exemple un chargé de projet. Il va la ramasser. Il va dire, OK, vous avez décidé ça. Moi, je vais motiver le monde. Je vais faire avancer tout ça. Puis, lui, il va décider. Il va prendre d'autres décisions. Puis, il va enchaîner tout ça. Celui qui est beaucoup plus flexible, c'est un meneur, un leader qui va être capable de dire, OK, vous avez décidé ça. Peut-être qu'on pourrait l'ajuster de telle manière, ou qui va négocier, ou qui va retravailler. Un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les directeurs qui ont dit, « Ouais, Michael, on n'est vraiment pas à l'aise avec cette décision-là, y aurait-il moyen de la remonter ou de la changer? » Le catalyseur, c'est celui qui va énergiser les décisions. Fait qu'imaginez qu'on ait, admettons, une organisation où on a seulement 4 visionnaires, vous comprenez tout de suite que ça ne peut pas marcher. Ça va prendre des gens, à un moment donné, pour orienter les décisions, les faire bouger, d'autres pour catalyser toutes les forces. Un peu de lecture. À un moment donné, je travaillais à l'extérieur du pays, je me retrouve dans un aéroport. Dans ce temps-là, on achète des livres là, dans la section management là, de l'aéroport. Je tombe sur un livre Blink de Malcolm Gladwell, oui. Et ce livre-là m'a marqué beaucoup, beaucoup. Je suis un sportif, on m'a présenté comme ça tantôt, coach aussi beaucoup, donc j'ai coaché des sportifs de haut niveau. Puis au water polo, quand on reçoit le ballon, puis qu'on est devant le but, puis qu'on lance, tout cela se passe en moins d'une seconde. Cette décision-là, elle se prend en moins d'une seconde. C'est des fractions de seconde. Donc, les athlètes de haut niveau, on les entraîne, on les forme à ce qu'ils ne réfléchissent même pas à prendre des décisions. Leur cerveau est tout développé pour que les décisions se prennent automatiquement, ou presque. Ça, c'est assez intéressant. Blink, ce livre-là, c'est, en gros, là, cessez de réfléchir trop longtemps, mais laissez votre instinct de décision rapide. Ça ne s'applique pas tout le temps, puis je dirais même que ça fait un petit peu comme livre, là, Psychologie dépanneur. Si vous voulez aller dans du plus sérieux, psychologie, doctorat, maîtrise et ces choses-là, là, c'est le livre de droite. Okay? Lui, il est très sérieux, puis il va amener toute la notion de décision. Plus, je dirais, plus organisé, puis expliquer tous les moindres détails là-dessus. On va aller maintenant au niveau des outils. On va vouloir établir une hiérarchie décisionnelle. Dans l'organisation ou dans l'équipe, qui décide quoi, ça fonctionne comment. Et très souvent, ce n'est pas clair, ça. Vous avez besoin de quelque chose, vous voulez acheter du matériel, démarrer. À qui je demande? Qui va prendre cette décision-là? Tout à l'heure, je parlais avec des gens qui disaient, nous, on fait beaucoup de ventes, puis à chaque fois qu'on fait une vente de nos produits, il faut accrocher la personne qui est décisionnelle dans l'organisation. Je vais perdre mon temps si je parle à n'importe qui d'autre. Donc, toute cette hiérarchie-là, elle est importante de qui décide. Donc, c'est quelque chose qu'on peut même cartographier et clarifier dans une organisation ou une équipe. Mettre en œuvre les règles de gestion aussi, pour pas que ce soit n'importe qui décide n'importe quand. À ce moment-là, c'est très clair, c'est d'éviter le bordel là-dessus. Déléguer, OK? À qui peut aller chercher les décisions, et on va y venir automatiser nos fameux flux décisionnels. On va aller dans un exemple. On m'a dit, Michael, il faut que tu mettes un exemple très concret de comment est-ce qu'on peut cartographier tout ça. L'année dernière, je me suis retrouvé dans une situation très particulière. Fait que là, plutôt que de prendre un exemple dans une organisation puis de risquer les confidentialités et tout ça, j'ai pris un exemple dans ma vie personnelle. Fait que vous allez voir qu'on peut cartographier les exemples dans notre vie personnelle aussi. Donc, je me retrouve l'automne dernier. Puis là, c'est un peu émotif. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. L'automne dernier, le 18 décembre, chez moi, j'habitais à Stoneham. Magnifique résidence, très grand terrain sur le bord de la rivière Huron, que je venais d'acheter, ça faisait 4 ans. Et puis, investi beaucoup d'argent, rénové, tout amélioré. Le seul problème, c'est que la rivière Huron, à Stoneham, chez moi, à mon ancien chez moi, elle
Au nord, elle faisait, comment je vous dessinerais ça? Elle descendait comme ça, puis après ça, elle faisait un croche, puis là, après ça, elle arrivait de même. Mon terrain est en plein milieu ici. Pas du tout en zone inondable. Évidemment, j'avais tout vérifié. Il n'y avait jamais eu d'inondation là avant. En 2020, petite inondation, on se doutait qu'il pouvait se passer quelque chose. Cependant, beaucoup d'érosion. On a vu dernièrement d'énormes crues qui sont passées un peu partout au Québec. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse pour les gens en Floride qui actuellement vont vivre des choses terribles aussi. On est vraiment dans ces changements-là et c'est vrai. S'il y a des climato-sceptiques dans la salle, j'aurais eu une maison à vendre, à vous vendre. OK. Donc, 18 décembre, inondation majeure. Puis là, avec le ministère de l'Environnement, il y a des sondes sur la rivière des Hurons. Fait que moi, je suis capable, déjà la veille, j'étais capable de voir comment est-ce que la rivière allait monter. Un 18 décembre, le sol est gelé, dur partout. Il va tomber 40 mm de pluie en quelques heures. Fait que ça veut dire que tout ce eau-là, elle ne rentre pas dans le sol du tout. Tout ce qu'elle fait, elle va rentrer dans la rivière et elle va tout flusher au complet. Donc, le 18 au matin, nous, on voit la rivière monter. Je dis à ma blonde, c'est pas si grave, on ne prend pas la décision, justement une décision, de partir tout de suite. Ça devrait bien se passer, ça va être correct. À l'heure du midi, je dis, OK, on avait préparé un petit sac, puis tout, on évacue. Puis, une heure après, il y avait 1 mètre d'eau avec du courant de chaque côté de la maison. Ça flushait partout. Fait que là, transporte le chien, transporte le perroquet, transporte le canard, parce qu'on avait un canard aussi. Et puis, on s'en va chez des amis. Le soir, on revient. Il y a un petit pont qui est complètement relevé. Tout a été endommagé sur le terrain. L'eau avait commencé à descendre. Le lendemain, on commence à tout démolir. Là, ce qui est intéressant, ma blonde Francine, je la nomme là-dessus, vous voyez, elle me dit le matin même, « Michael, c'est terminé. Notre maison n'a plus sa raison d'être. » Là, oh! Donc, je prends la décision, moi, d'embarquer là-dedans, puis de dire, « OK, je suis d'accord avec toi. » Et là, le maire de Stoneham, il est venu nous voir. Puis là, ce beau grand bonhomme-là arrive chez nous, il a passé 45 minutes avec nous autres à marcher sur le terrain, puis réaliser que ça n'a pas grand bon sens. Moi, j'ai ma blonde qui pleure avec une amie un peu plus loin à ramasser des choses, puis je suis avec le maire, puis je lui dis, « Regarde, nous, là, on n'est pas des citoyens qui vont se battre pour rester ici. On va voir c'est quoi les moyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça. » Donc, lui, il dit, « Je vais vous supporter, c'est correct. C'est vraiment parfait pour ça. » La fin de semaine suivante, à Lac-Beauport, il y a la sécurité civile qui est là. Puis là, vous remarquez, je suis en train de cartographier toutes les décisions et la chaîne de décisions qui va se passer et qui va se prendre. Les lignes qui sont là sont importantes. C'est la première ligne en haut, un événement. On prend des décisions quand il y a un événement. Fait que si vous voulez cartographier un flot décisionnel, vous pouvez mettre une ligne d'événement, ça va nous permettre de nous situer. Ensuite, les autres lignes, c'est des lignes d'acteurs. Lorsqu'on fait du flot de valeur, le fameux flot de valeur de Lean, on ne fait pas ça avec des swimlines puis des acteurs. OK? Ça va être les Kanban, les postes de travail puis tout ça, comment la valeur se promène dans l'organisation. Là, dans un flot décisionnel, c'est des humains ou des machines qui prennent des décisions. Donc, c'est important de faire des swimlines avec les humains et les personnes impliquées. Fait que là, on voit la sécurité civile qui embarque. Michael et Francine sont encore là. Directeur général de la ville, qui, lui, va travailler là-dessus aussi. Très important, la ligne des documents. Dans une organisation ou dans une équipe, nos décisions vont être appuyées avec des documents. La ligne des processus aussi. Vous avez probablement dans votre organisation des processus qui sont déjà là. Fait que si vous voulez cartographier vos décisions, allez voir quels processus peuvent être impliqués là-dedans. Donc, la fin de semaine qui suit l'inondation, on est au Lac-Beauport, on rencontre la sécurité civile qui nous disent, ils nous posent plein de questions, puis ils valident avec nous autres, puis ils disent, OK, on prend la décision de vous ouvrir un dossier. Puis nous, évidemment, on accepte. Mais d'ouvrir un dossier à la sécurité civile, c'est une grosse décision. Ça veut dire qu'on rentre dans un processus, le processus qui est en bas. Il y a un décret au gouvernement du Québec qui encadre toutes les actions qui vont se passer et toutes les décisions qui vont se passer ensuite. Le directeur de la ville de Stoneham, on lui en parle, puis lui, il dit,
je vous supporte là-dedans. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Au niveau des documents, là, le dossier est ouvert. Fait qu'à la Sécurité civile, sur leur site Web, on peut interagir, envoyer des documents, mettre des photos. Puis moi, j'ai déjà un bon dossier de montée. Fait que je communique avec eux, avec les documents. Janvier 2024, le directeur de la Sécurité civile et le maire viennent chez nous, puis on parle d'une stratégie, comment est-ce qu'on va décider, qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, ils me disent, Michael, ton document, il est très technique. Parce que vous savez, je suis un développeur, puis tout ça, moi j'ai mon rôle technique. Ça manque d'émotion. Il faudrait que tu aies un chapitre où tu dis que la sécurité des personnes est en jeu. Puis moi, en fait, je lui dis oui. Parce qu'à chaque fois qu'il annonce qu'il va pleuvoir beaucoup, j'ai un moton dans le ventre. OK. Fait, ils disent, mais ça, on ne le voit pas dans ton document. Donc, j'ajuste mon document, je transmets une meilleure description. Donc, le maire et le DG nous supportent. La sécurité civile disent hey, c'est tellement bien documenté, on va accélérer le dossier. Fait qu'ils prennent la décision d'aller plus vite. Donc, c'est mon petit document sur les crues, et on suit le fameux processus avec le décret qui est là. En mars, ma blonde puis moi, grande tristesse, parce que là, nous, c'était notre rêve, on voulait mourir dans cette maison-là, puis là, le rêve est en train de tout se démolir. Ça, c'est l'événement. Donc, on s'est dit, on va magasiner une nouvelle maison. Évidemment, ce décret-là, il ne donne pas 1 million de dollars, puis il ne donne pas comme ça 500 000 pour te... On appelle ça délocaliser, c'est ça le beau mot. Okay? Fait que là, tu te retrouves avec une certaine somme d'argent, et puis tu n'as pas envie de sortir l'argent de tes rires, puis tout ça. Puis là, tu dis, OK, il faut se trouver une maison. Centris, un site web extraordinaire où est-ce que tu peux voir toutes les maisons. Fait que là, on rentre nos critères là-dedans, puis on regarde avec la carte sur Centris. On ne peut pas vraiment trouver une maison à Stoneham, ce qui nous convient avec un grand terrain. Lac-Beauport non plus. On étire. Puis, finalement, là, j'espère que je ne vais pas trop vite. Ah oui, je vais trop vite. Je la garde pour la prochaine slide, celle-là. Donc, la sécurité, je reviens sur le fait que la Sécurité civile nous envoie une géomorphologue. La géomorphologue, elle vient marcher sur le terrain, puis elle dit « Ah, wow! La rivière, elle a décidé de repasser où est-ce qu'elle passait il y a 1000 ans ou il y a 500 ans. Puis on ne l'empêchera pas de passer. » Moi, je dis, je suis tout à fait d'accord. Bien, tu sais, on ne peut pas chicaner avec une rivière, elle va passer là, puis on ne s'assinera pas. Donc, la géomorphologue, et ça, c'est important, elle me dit, mais là, moi, je vais parler avec la Sécurité civile pour confirmer votre dossier, pour que vous ayez accès à l'argent puis la délocalisation, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est mon équipe. Fait qu'on voit qu'une décision, dans un processus décisionnel, ce n'est pas tout le temps juste un individu, ça peut être toute l'équipe. Donc, elle nous raconte ça. D'ailleurs, petite anecdote, je marchais avec elle dans la maison, elle est extraordinaire, cette femme-là, mais là, elle me dit, en marchant, « Votre maison est vraiment belle, elle est extraordinaire. » Il ne fallait pas qu'elle me dise ça, ça m'a fait un méchant moton. Puis là, spontanément, je lui ai dit, « Vous êtes extraordinaire comme géomorphologue, mais là, vous venez de me faire mal. » Là, il est venu mal. OK. Puis elle a compris tout de suite qu'il faut être délicat dans ce genre de situation-là. Donc, elle écrit son rapport, elle le transmet à son équipe. Il y a une décision d'équipe comme quoi, c'est parfait, on peut vous délocaliser. En fait, dans le décret, ils nous disent, vous pouvez prendre le montant d'argent, monter votre maison sur pilotis. Ça ne nous tentait pas parce que le terrain allait être détruit à chaque fois. Déplacer votre maison sur votre terrain, ça ne nous tentait pas parce que tout notre terrain était au même niveau. Le problème restait. La délocalisation était la meilleure chose. Fait que là, on trouve finalement quelqu'un, c'est-à-dire on trouve un lieu de vie. Mais le lieu de vie, c'est Hérouville. Vous avez tous entendu peut-être parler d'Hérouville avec leur cas de vie. Donc, c'est près de Saint-Tite puis Shawinigan, donc à 1h30 d'ici. Mais c'est là qu'on a réussi à trouver quelque chose avec le budget qu'on avait. Donc, on décide vraiment de s'éloigner de Québec. Après ça, donc, la géomorphologue confirme vraiment, il y a une lettre de confirmation officielle qui est envoyée à la Sécurité civile. On continue à suivre le décret. Puis là, la ville de Stoneham doit absolument, dans le processus,
écrire une résolution pour l'achat du terrain. Parce que de la manière que ça marche, le terrain, on le vend 1 piastre à la ville. C'est pas le fun, là. Je vous dis tout de suite, là. Mais la façon que ça marche aussi dans le décret, c'est que la ville, après, elle n'a pas le droit d'octroyer un permis de construction sur ce terrain-là. C'est interdit. Fait que c'est parfait, là. Donc, l'argent de tous les citoyens du Québec, ce décret-là, il le protège. Puis il dit, bien là, on ne gaspillera plus de l'argent. OK? C'est terminé avec ce terrain-là. Donc, mais là, après ça, là, on entre dans un autre genre de complexité avec beaucoup de décisions qui s'enchaînent toutes les unes et les autres. Vous avez probablement tous déjà ici acheté des maisons. Mais acheter une maison, quand tu ne vends pas ta maison, c'est compliqué. Là, nous, on ne vend pas notre maison, on a de l'argent qui vient du gouvernement. Donc là, les agents d'immeubles, ils se grattent la tête. OK? Heureusement, on a trouvé un notaire qui était assez imaginatif pour comprendre tout ça, mais ça a été une autre partie qui était loin d'être évidente, ça. Donc, en juin, on prend la décision de déménager, planning de projet, puis là, les décisions s'enchaînent toutes une après l'autre, là. À qui on va donner les fenêtres de la maison, à qui on va vendre telle affaire, ou qu'on va faire ci, ou qu'on va faire ça. La maison, elle a été démolie au complet, donc il fallait magasiner notre démolisseur. On voit comment ça s'enchaîne tout aussi. Donc, les documents sont là et le décret continue tout le temps. Mon exemple, c'est un exemple de la vraie vie. Et puis, on voit vraiment comment est-ce qu'on peut voir tout le flux décisionnel là-dedans, comment est-ce que les décisions se sont enchaînées. Donc, qu'est-ce qui est important ou pas important comme décision? Ma blonde et moi, on en discutait très, très souvent. Qui décide quoi? Okay? Est-ce que c'est le maire de la ville qui va décider ça? Est-ce que c'est l'agent d'immeuble qui va décider ça ou la sécurité civile? Donc, on avait des règles qu'on a établies entre nous et on s'est bien distribué les tâches, tout le monde, soit avec la mairie ou les autres. Ça, c'est mon 30 minutes, c'est ça? Tu m'as fait signe qu'il fallait que j'accélère. Merci. OK. Donc, on identifie, on hiérarchise nos décisions. On identifie nos décideurs. J'en ai parlé dans notre diagramme. On voit très bien qui décide quoi. Et on identifie les informations, soit avec les documents, puis les processus aussi. Au niveau des options réelles, je vais vous l'expliquer de façon très simple, mais le texte est là, il pourra vous servir plus tard. Les options réelles, en fait, ça fait des années que ça existe. Je suis quelqu'un qui tripe beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis ma blonde, elle n'aime pas ça. OK? C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions le plus tard possible pour accumuler le plus d'informations possible avant de prendre notre décision. L'exemple tout simple que je vais vous donner, supposons que vous avez prévu une sortie en plein air samedi prochain. Puis là, vous êtes une dizaine de personnes et puis est-ce que vous allez organiser le transport ce matin? Mais non, ça ne presse pas. On va organiser notre transport le plus tard possible, mais de façon raisonnable. On ne l'organisera pas samedi matin, mais on pourrait l'organiser, par exemple, vendredi après-midi ou vendredi soir, parce qu'on va savoir qui ne vient pas, qui va être disponible ou pas. Donc, c'est résumé simplement, mais les options réelles, c'est de se donner le plus d'options possible en attendant de prendre nos décisions. Je l'ai appliqué très souvent dans ma carrière. Là où il faut faire attention, c'est qu'il faut informer les gens. Si on est un gestionnaire, puis qu'on applique ce genre de choses-là, ça veut dire que les gens alentour vont dire « Ouais, mais pourquoi tu ne décides pas? » Il faut leur dire « Je ne décide pas parce que je n'ai pas toute l'information complète pour prendre la meilleure décision. » Et stratégiquement, maintenant, je pense que le bon moment pour prendre mes décisions, ça va être à ce moment-là. Puis là, ça rassure beaucoup, beaucoup les gens alentour. Très important aussi dans votre organisation ou même vos équipes, c'est l'intelligence d'affaires où on va aller chercher le plus d'informations possible, organiser notre information soit avec des tableaux de bord pour être capable de prendre nos décisions comme il faut. Techniquement, au niveau des équipes et aussi au niveau de si vous avez à diriger des équipes, vous connaissez peut-être ou pas Jürgen Appelo, qui est vraiment un leader depuis longtemps, qui a fait avancer beaucoup, beaucoup l'agilité, propose des outils, et c'est un des outils qu'il propose. Il appelle ça le Delegation Poker. Okay? Où est-ce qu'avec un petit tableau tout simple, on va savoir, par exemple, comment on va prendre telle décision et qui va la prendre. Okay? Par exemple, décider des augmentations. Est-ce que c'est le leader, okay, il va juste l'annoncer
Ah, OK, je l'annonce à la personne, ton augmentation, ça va être ça. Ou bien, si c'est le 7 à l'autre bout complètement, où il va déléguer complètement à l'équipe de décider de c'est quoi les augmentations de chacune des personnes. Donc, je résume rapidement cette approche-là. Il y a des petites vidéos là-dessus. C'est intéressant comment prendre nos décisions de façon plus efficace. La cartographie, j'y reviens, elle est importante. Donc, on identifie nos acteurs avec des streamlines. On identifie aussi nos documents, nos processus. Puis, dans toutes les étapes, bien identifier à l'intérieur de ça les besoins de décision. OK? Aller chercher toute notre information, toutes nos prises de décision, comment est-ce qu'elles se font. La modélisation visuelle, elle est importante aussi pour être capable de bien partager, bien discuter. Je me rappelle à un moment donné, un vice-président qui me dit « Oui, mais Michael, il faut que tu arrêtes de faire des petites boîtes, là, puis des dessins. » Je dis « Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est les rencontres que je fais avec les directeurs, où est-ce qu'on décide qui fait quoi. » Puis là, on est en train de dire « Ah, mais je pensais que c'était toi qui allais décider ou telle affaire ou telle affaire. » Non, non, c'est tel département qui décide ça. C'est ça qui est important. Pas nécessairement le dessin et la documentation directement. Petit truc aussi là-dessus qui est intéressant, si vous avez déjà des flots de valeurs dans votre, qui sont déjà dessinés ou des processus, peut-être vos processus sont déjà tous dessinés, vous regardez vos processus organisationnels ou vos processus d'équipe, puis à chaque fois que vous voyez un petit losange, ça veut dire qu'il y a une décision. Fait que là, vous pouvez être capable de repérer toutes les décisions qui se prennent là-dedans. Puis d'aller voir ces petits losanges-là, comment est-ce que je peux les optimiser et comment est-ce que je peux les améliorer. Ah, c'est en plein ça que je disais. OK? Donc, dans vos processus, allez voir les fameux petits triangles là, pour améliorer ça. Pour augmenter notre qualité décisionnelle, il faut vraiment que les objectifs soient très, très clairs au niveau de l'organisation. C'est quoi notre mission, vers où on s'en va, tout ça. Ça va aider tout le monde à prendre de meilleures décisions. Les groupes, on va y venir. Il y a une conférencière qui disait ça, que quand il y a trop de monde pour prendre les décisions, pour avoir un consensus, ça ne marche pas. Elle a tout à fait raison. Donc, des groupes restreints. Le fameux RACI peut venir aussi pour établir les responsabilités là-dedans. Donc, un bel espace sécurisant avec le moins de personnes possible, puis des personnes vraiment impliquées. Il y a, dans une organisation, à un moment donné, où, où est-ce que c'était? Non, c'était un coach agile qui disait ça. La règle des pieds ou des pas, c'est-à-dire que si vous êtes dans un meeting où il va se prendre des décisions, puis que vous réalisez que vous n'avez aucune valeur, bien, utilisez vos pieds, sortez. Okay? Pour faire d'autres choses de plus intéressantes, puis ça va aider aussi à tous les gens qui sont là. Technique de décision de groupe. Je suis pressé un peu par le temps, et puis ce que je vais faire, on va simplement rapidement les voir. Le brainstorming, vous le connaissez. L'arbre de décision, on en a parlé tout à l'heure un peu comme technique de décision. La méthode Delphi, okay? On parle d'un expert. Il va y avoir un expert au centre. Vous amenez, par exemple, un architecte qui a une très, très grande connaissance. Puis là, vous avez une décision à prendre sur l'évolution d'un système. Lui va être placé au centre du meeting. Puis les gens alentour vont questionner pour prendre la décision ensemble. L'enquête dialectique, c'est intéressant comme approche aussi. Vous allez avoir deux groupes. Un groupe qui va travailler sur, on va prendre cette décision-là, mais ça serait quoi les impacts négatifs? Qu'est-ce qui ne marcherait pas ou qui serait horrible? Puis l'autre groupe vont travailler sur le positif. Après, on les réunit, puis on travaille ça ensemble. Le groupe nominal, à ce moment-là, ça, on peut le faire de façon électronique avec des documents, où est-ce qu'on va amener l'information pour être capable de prendre la décision, mais de façon anonyme. De cette façon-là, les gens vont être plus sécures souvent pour amener des choses. Le consensus, on en a parlé un peu avec une cartographie. L'enquête appréciative, j'ai découvert ça justement à une Agile Tour à Montréal il y a quelques années, peut-être 3-4 ans. Et puis, j'avais bien aimé ça comme technique. Je l'ai souvent utilisé aussi pour coacher des équipes et prendre des décisions. L'approche est toute simple, c'est 5 étapes. Donc, on se rend compte, on définit c'est quoi la décision qu'on veut prendre. C'est quoi notre projet. Et c'est vraiment, ça vient de la psychologie positive, donc orienté de façon positive. Deuxième, pour prendre cette décision-là, on va regarder notre environnement, on va regarder ce qui se passe actuellement, mais de façon positive. C'est quoi qu'on fait comme il faut actuellement?
Ensuite, on rêve. On va dire, bon, on voudrait peut-être aller vers là, mais OK, on ne se met à aucune limite. Si on veut aller sur la Lune, go, 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 on va sur la Lune, pas de souci, tout ça. Après, on revient sur Terre, on dit, OK, là, réalistement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et finalement, en 5e, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les actions? Beaucoup de documentation là-dessus. Déjà, il y a des vidéos. Je vous encourage à y aller. C'est une approche intéressante aussi pour prendre des décisions en groupe. Ma conclusion va être la suivante. Donc, notre fameux flow décisionnel, les petites décisions qui se promènent dans l'organisation, les petites bulles de valeur, à quoi ça sert de les optimiser? De la transparence. Si tout est connu, puis on s'en parle beaucoup plus facilement de qui décide quoi, qui a décidé, comment ça fonctionne, tout ça, beaucoup mieux. Autre avantage important, évidemment, plus d'efficacité, plus d'efficience. Aussi, on prend nos décisions ensemble, donc amélioration de la collaboration, amélioration continue, et ça peut servir aussi, si vous avez fait, mettons, une cartographie de votre processus décisionnel, d'expliquer à des nouveaux ou des gens qui arrivent dans votre organisation ou votre équipe, bien, nous, les décisions, c'est comme ça que ça se prend, c'est comme ça que ça fonctionne, comme ça que ça avance. Je crois que c'est... Ah non, ce n'était pas terminé tout de suite. Réduction d'erreurs, parce qu'à ce moment-là, on a déjà bien organisé notre manière de prendre nos décisions. C'est complet. Ça a bien été. Je me disais, il y a un petit bout où je parle de ma vie personnelle avec des émotions. Je n'ai pas pleuré, ça a été correct. Et puis, je suis vraiment ouvert à des questions ou même des commentaires pour dire, Michael, est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu pourrais améliorer, ajuster, tout ça. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer ou a des interrogations sur le flow décisionnel dans une organisation ou une équipe? Moi, j'aurais une question, Michael. Oui, viens. Hey, j'espère que je t'ai pas fait faire un saut. Les personnes ne sont pas capables de décider, qui prennent du temps à décider. C'est quoi ton conseil pour les gens qui ont de la misère à décider ou sont juste comme figés devant une décision? Parce que c'est pas simple de décider, je pense. C'est quoi le conseil que tu donnes? Je réfléchis. Le conseil que je donne, supposons que quelqu'un vient me voir. Ah! Et c'est le fun. Hier, au 5 à 7, quelqu'un vient me voir. Une amie, elle me dit, là, je suis à un tournant de ma carrière, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment prendre ma décision, donc je suis très insécure par rapport à cette décision-là. Ma réponse spontanée, ça a été d'abord de la rassurer, puis de lui dire, ça arrive à tout le monde, c'est normal, faites-en pas. Donc, on crée un climat plus sécure. Deuxième chose, je l'ai redirigé. Je lui ai dit, regarde, moi, je ne serai pas bon pour t'aider là-dedans, ce n'est pas ma job, l'orientation professionnelle. Cependant, j'ai une amie qui est coach qui pourrait te faire ça. Donc, je peux te rediriger vers quelqu'un. Là où il faut faire attention aussi, c'est que dans toutes nos équipes, dans toutes nos organisations, on l'a vu tantôt, les types de décideurs. Mais il y a des niveaux aussi de guts pour décider. Il y en a, comme tu dis, ils ne l'ont pas. Puis, mais probablement qu'ils ne l'auront pas, puis ça ne changera pas ou que ça ne grandira pas non plus. Il faut éviter à ce moment-là de les mettre dans des situations où on les coince à être obligé de prendre notre décision. Donc, ce que j'entends, c'est de chercher de l'accompagnement. Oui. Pour générer de la confiance, pour prendre sa décision. Et aussi, ne pas mettre ces personnes-là dans des situations inconfortables où ils ne pourront pas. C'est excellent, Michael. Merci infiniment. Beaucoup. Merci, c'était super. Quel chic type, ça, Michael. On a 10 minutes de pause. Prochaine conférence à 11h. À tout de suite.